la nature, ce n'est vraiment pas dans notre culture. Ça ne fait pas partie des éléments qui sont en général partagés par les uns et par les autres. Et puis, j'ai l'habitude de dire souvent que les sociétés occidentales, d'essence judéo-chrétienne, font de la nature, en fait, un élément à l'entière discrétion de l'homme. Je peux citer mes sources, pour être précis, puisque on disait que le texte citait les siennes. C'est le livre de la Genèse, le premier chapitre, au 29e verset. « Soyez prolifiques, multipliez-vous, remplissez la terre, et surtout, soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons des mers, des oiseaux du ciel, de toute créature sur la surface de la terre. » Donc on voit bien, dans cette position, ramenez-la au fil du temps, des 2 millénaires passés, et de ce que sont nos sociétés aujourd'hui, pour se rendre compte que nous sommes effectivement dans des traditions qui font que la nature n'est pas franchement toujours au cœur de nos préoccupations. Ça, c'est un rappel. Je crois qu'il est important de le faire, ça explique beaucoup de choses. La peur de la nature. François Terrasson, que j'ai eu le bonheur de connaître, a été un des premiers, dès les années 67, quand il était au Muséum d'histoire naturelle, à attirer l'attention sur les ruptures entre nos sociétés et la nature, entre l'homme et la nature, aussi bien dans des rapports individuels que dans des rapports sociaux. Donc je vous laisse lire cette situation. François Terrasson a toujours beaucoup insisté sur la nature au sens large du terme. Il était un des opposants à la nature protégée, ce qui lui valait évidemment des discussions un peu féroces avec un certain nombre d'acteurs à l'époque. Mais effectivement, il défendait cette idée de nature ordinaire. Il était en ce domaine le précurseur. Je vous signale trois ouvrages de François Terrasson aux éditions du Sang de la Terre, que vous pourriez lire avec profit. La peur de la nature, la civilisation anti-nature, et en finir avec la nature. Vous voyez, ça résume assez bien ce qui le préoccupait à l'époque, c'est-à-dire la relation de l'homme avec les milieux naturels. Pour rentrer directement ces deux considérations sur nos attitudes à l'égard de la nature et la peur de la nature, sur ce qui va expliquer les modifications de l'environnement au sens global, temporel et spatial du terme, la Première Guerre mondiale, vous avez, avec la Première Guerre mondiale, les prémices de la fin des sociétés rurales héritées des siècles précédents. C'est un des premiers éléments de rupture. La saignée démographique, je crois qu'on l'a tous en tête, il suffit de regarder les monuments aux morts, mais ce n'est qu'un épisode de la décroissance déjà constatée depuis la fin du 19e. L'exode rural est extrêmement important, il va l'être encore plus après, mais ça j'y reviendrai. Un élément qu'il faut avoir présent en tête, c'est que le couchage en herbe, c'est le mi-temps entre la guerre de 14 et la Deuxième Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que s'achève dans le bocage la fin de la polyculture vivrière au profit du couchage en herbe, et c'est donc l'ère du lait et l'âge d'or des fromages, bien évidemment celle des vergers aussi. Et un élément important, on pouvait à ce moment-là utiliser les produits laitiers assez facilement parce que les transports existaient. L'après-deuxième guerre mondiale, c'est effectivement l'immédiate après-guerre qui va provoquer des mutations radicales de l'agriculture et encore une fois accélérer l'exode rural. Il faut bien avoir présent en tête, pour comprendre cette période-là et encore ce qui se passe aujourd'hui, que l'agriculture va connaître en 30 ans des évolutions comme jamais elle n'en avait connues dans les 2 millénaires précédents. En 30 années, on a ramassé effectivement des évolutions qui sont absolument extraordinaires. Enfin, en tout cas, étonnantes. La mécanisation. Et c'est vrai que la modernisation de l'agriculture, elle passe par la mécanisation. Ça a été un bien-être pour les agriculteurs. Le temps passé est devenu un temps beaucoup plus court sur un certain nombre de tâches répétitives. Mais bien évidemment, ça va générer un certain nombre d'effets en cascade. Et en particulier, la transformation radicale de l'espace rural. J'ai l'habitude de dire que le remembrement est le fils de la mécanisation. Vous avez là devant vous 2 photos
qui sont l'illustration des évolutions qui se sont produites. J'ai volontairement pas mis de photos de ce qui est aujourd'hui, parce que ça, vous êtes capable de les voir dès que vous sortez un peu du milieu urbain. Mais une qui est assez extraordinaire, c'est la poirée du Domfrontais, vue depuis le donjon de Domfront. C'est quelque chose qu'on a encore pu voir jusque dans les années 68-70 et qu'on ne verra plus jamais. Donc, il est vrai que le remembrement va favoriser l'érosion des bocages, mais pas que le remembrement. L'autodébocagement sauvage, tout autant. C'est-à-dire l'abattage des haies en dehors de tout plan, quel qu'il soit. Et pour être franc, il faut reconnaître que le remembrement, il faut être nuancé dans les approches. Les effets du remembrement sont plus ou moins radicaux selon les périodes. Probablement qu'on a eu des remembrements assez radicaux au tout début et dans certaines régions, et probablement que dans les dernières années, c'était a priori un peu plus précautionneux. Alors pour les vergers, ce que les outils, les aides à l'arrachage qui ont été déclenchées en 1953 n'ont pas obtenu, eh bien les tempêtes de 1987 et de 1999 auront effectué le reste. Transformation radicale de l'espace, je ne reviens pas dessus, disparition des vergers et des pommiers, l'arrachage des haies. Ce qu'il faut que vous ayez présent en tête, et ça c'est tiré les chiffres en bas de la diapo du profil régional environnemental qui a été produit du temps où j'étais effectivement directeur adjoint de la DIREN et de l'ADREAL, c'est que le bocage normand a perdu 46% de son linéaire entre 1972 et 2010, soit 2700 km par an. Et que dans le même temps, STH, ça veut dire surface toujours en herbe. Et c'est ce qui accompagne bien évidemment souvent le remembrement, c'est le fait que la surface en herbe diminue au profit des labours. Je rappelle quand même qu'il y avait 33 900 km de haies dans l'Orne en 2010, qui vous donnait quand même une importance du réseau de haies qui perdure. Une transformation radicale des milieux, le drainage des zones humides, le recalibrage des ruisseaux, les décharges non contrôlées et le remblaiement des zones humides. Juste pour confirmer mon propos, il est arrivé assez fréquemment que les travaux connexes de remembrement aillent à l'encontre des conclusions des études d'impact produites pour le dit remembrement, notamment pour ce qui est du recalibrage des rivières. J'ai un souvenir qui m'avait beaucoup frappé, c'était le recalibrage de la haute vallée de la Mayenne. Il était dit très clairement dans l'étude d'impact qu'il n'était pas nécessaire de recalibrer les rivières. Que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, les rivières furent entièrement recalibrées. C'était assez dantesque. Je ne sais pas si Bruno était au parc Normandie-Maine à l'époque, mais la personne qualifiée pour la nature était effectivement quelqu'un du parc Normandie-Maine qui n'a pas été plus écouté à l'époque que l'étude d'impact. Le TAC le regrettait, l'enrésinement, effectivement, a été un élément, à un moment donné, assez décrié, mais réel, qui a conduit à la régression d'un certain nombre d'espaces. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que l'Orne est un département forestier, au moins à l'échelle de la Basse-Normandie, 95 000 hectares, c'est 17% de la surface du département, et puis quand même, la forêt, c'est 70% de feuillus. Donc 25% de résineux. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que si la politique sylvicole, l'économie sylvicole a un temps privilégié l'enraisinement, quelquefois dans des contextes aléatoires, je pense, François Radigue se souviendra comme moi des bruyères de Montméret, Bruno Dumège pourra parler des coteaux du Pays d'Auge, ou de l'enraisinement dans les tourbières du Grand Azé. Néanmoins, on a des perspectives qui sont aujourd'hui différentes. Et il est vrai qu'en matière de milieu naturel, dans l'Orne, les forêts constituent quand même des espaces non négligeables et d'un apport assez conséquent. Je continue. Là, on arrive effectivement à l'agriculture productiviste, à l'agriculture intensive. Je ne dénonce pas obligatoirement l'usage des engrais ou autre chose. Ce qui est ici en question, c'est est-ce toujours suffisamment raisonné et est-ce bien raisonnable?
Est-ce qu'on peut continuer de cette façon-ci ad vitam aeternam? Un élément important, c'est dans le bas de la diapo. Quelque chose que j'ai aussi relevé dans le profil régional environnemental, qui dit très clairement que depuis 1980, la Varenne perd en moyenne, à l'approche de l'été, 100 litres secondes tous les 10 ans. C'est-à-dire que si vous revenez en été, donc à une période d'étiage, faire des mesures tous les 10 ans, eh bien vous vous apercevrez que petit à petit, le débit de la rivière décroît régulièrement. Et à quoi c'est lié? Dans un contexte géologique particulier, qui est effectivement le contexte des roches du massif ancien, donc des sols peu profonds, c'est ni plus ni moins le fait qu'il n'y a plus de réalimentation des nappes superficielles, puisque le drainage, d'un côté, l'arrachage des haies freine la réinfiltration des eaux dans le sol. Et puis, pour être franc, c'est vrai aussi que s'il y a eu des efforts extrêmement importants en matière de traitement des effluents et des pollutions urbaines, il n'empêche que les rivières, aujourd'hui, plus de la majorité, c'est effectivement 25 mg de nitrate par litre. Donc on voit bien que les effets du long terme se révèlent et sont effectivement difficilement corrigeables à court terme. On voit bien que les nitrates que l'on a dans les nappes aujourd'hui sont des nitrates qui ont été largués il y a 15 ou 20 ans maintenant. Je ne voudrais pas avoir l'air d'accuser l'agriculture, mais il est un fait que, aussi, en matière de consommation de l'espace, l'effort qui a été fait en matière de construction de villes ou en matière de modernisation d'infrastructures a aussi des conséquences. Il faut que vous ayez en tête que plus de 4 hectares de terres agricoles ou d'espaces naturels, mais souvent des terres agricoles, sont consommées chaque jour en basse Normandie. Alors, souvent, c'est lié à l'urbanisation pavillonnaire, qui consomme des espaces en grande partie aux dépens des espaces agricoles, qui du coup deviennent une ressource rare. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il arrivera un moment où il faudra sans doute être beaucoup plus radical dans le frein à apporter à l'étalement urbain. Et bien évidemment, pour ce qui concerne et l'étalement urbain et les infrastructures, tout ça, ça a des conséquences sur la connectivité des espaces, sur les corridors et les relations entre les espaces. Et tout ce qui n'a pas pu être mécanisé, tout ce qui n'a pas pu être traité par l'agriculture intensive, et tout ce qui, ou l'agriculture tout court, et tout ce qui n'a pas pu être livré à l'usage urbain, eh bien, est souvent abandonné. Donc là, vous avez deux vues d'un coteau calcaire, avec un enfrichement qui est en train de se produire, et des zones humides qui sont aussi, de leur côté, en train d'être envahies par le taillis. Dans le tour des éléments qui expliqueraient la dégradation de l'environnement, ou les évolutions de l'environnement, les espèces invasives, j'en ai pris 2, mais j'aurais pu en prendre plusieurs. Vous trouverez tout ça sur le site du Conservatoire des espaces naturels qui agit pour le compte de l'État et de la région sur la question des espèces invasives. La Jussie et les crevisses du Pacifique, ça a des conséquences économiques non négligeables. La Jussie peut conduire à l'anoxie de milieux et faire en sorte que la faune piscicole disparaît. Quant à l'écrevisse du Pacifique, elle est porteuse saine de la peste, qui va peste spécifique des écrevisses, qui va détruire les populations d'écrevisses à pattes blanches que l'on a encore en quelques endroits de l'Orne aujourd'hui. Je l'ai pris sous l'angle humoristique, mais c'est une réalité. Voilà, alors c'est en plein débat, c'est la COP 21 qui est à venir. J'ai préféré le traiter sous cet angle-là. Il y a des études qui ont été faites par Météo France notamment, qui permettent de démontrer que l'on aura des évolutions avec des éléments de changement climatique véritablement visibles, tangibles en Basse-Normandie. Alors, si sur le changement climatique, ce que je voudrais dire quand même, un élément extrêmement important, une des premières conséquences par rapport à la forêt tout à l'heure, c'est la disparition de la hêtraie. La hêtraie,
qui est un arbre de climat humide et frais, qui du coup, avec la modification des gradients thermiques et probablement l'évolution de la pluviosité, aurait tendance à migrer vers le nord, ce qui est une stratégie assez classique. Alors, pour ne pas vous saper le moral, il y a 66 millions d'années, ce sont les dinosaures qui disparaissaient. Est-ce que c'est le tour de l'espèce humaine? Je ne serai peut-être plus là pour le voir, vous non plus. Mais en tout cas, c'est une possibilité que certains attribuent au changement climatique, mais ce n'est pas la seule cause. S'il y avait disparition massive d'espèces, c'est aussi lié au fait qu'on a une surexploitation des ressources naturelles, l'altération de la fonctionnalité des milieux. Ce sont des éléments extrêmement importants. Alors, quand même, remettre ça en perspective par rapport à des prises de conscience qui se font au plan international, et c'est sans doute ce qu'il y a de plus important. Je rappellerai deux dates majeures. 1972, la conférence de Stockholm, et c'est le premier plan des Nations Unies pour l'environnement. 1992, c'est Rio de Janeiro, c'est le sommet de la Terre. C'est là où on se rend compte que la biodiversité est un élément extrêmement important. Et depuis, on sait bien que c'est une problématique qui est devenue totalement internationale. La Belle Étaque la voyait à l'époque dans un contexte que vous avez découvert tout à l'heure. Aujourd'hui, on a changé complètement de braquet. C'est une problématique planétaire. En France, le premier ministère de l'Environnement a été créé dans les années 70. Il a fallu attendre 1976 pour une loi de protection de la nature, dont les effets sont restés plus ou moins efficaces, plus ou moins, enfin disons, il y a des choses qui sont restées lettres mortes. Je pense aux études d'impact en particulier, qui prévoyaient des mesures compensatoires en cas d'atteinte. Pendant au moins, moi qui ai fait toute ma carrière au service de l'environnement, pendant au moins une vingtaine d'années, les mesures compensatoires, c'était vraiment epsilon. C'était quelque chose qui n'était presque jamais mis en œuvre. La neutralité environnementale des projets, c'est quelque chose qui n'était pas du tout passé dans les mœurs à l'époque. Le Grenelle de l'environnement est, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, un tournant politique et socioculturel majeur. C'est la première fois que l'on a mis autour d'une table un certain nombre de partenaires de la société qui se sont entendus sur des objectifs, chose qui ne s'était jamais produite antérieurement. Maintenant, quant à la mise en œuvre, c'est vous qui êtes juge de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Je ne résiste pas au plaisir de rappeler qu'un certain nombre de personnalités, Hubert Reeves, qui est un astrophysicien, a eu cette phrase extrêmement puissante, la biodiversité est l'assurance de la pérennité de la vie. Et je ne résiste pas au plaisir de vous raconter l'histoire que lui-même a racontée régulièrement. Ce sont des planètes qui discutent entre elles et la Terre se plaint en disant j'ai des chaleurs, j'ai des trous dans ma couche d'ozone, j'ai ma forêt qui fout le camp, etc., etc. Et sa voisine compétissante lui met la main sur le cercle polaire ou sur l'équateur, comme vous voulez, en lui disant « ce n'est rien, ce n'est que l'humanité, ça passera ». Donc, voilà, Hubert Reeves a été effectivement un des précurseurs en la matière. Et on peut dire qu'il a été aussi annonciateur d'une autre phrase célèbre que l'on attribue à Nicolas Hulot, même si ce n'est pas lui qui l'a prononcée à Johannesburg, c'est « notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». C'était le président Chirac. Alors, d'hier à aujourd'hui, c'est François Hardy qui m'a, en discutant avec lui, qui m'a dit que ça serait bien qu'on puisse comparer à un siècle de distance deux vues. Il m'en a transmis un certain nombre. J'ai pris la chapelle de Gu. Donc vous avez une carte postale de la chapelle de Gu qui est probablement sur la lande de Gu. Vous voyez donc un aspect où il y a peu de végétation, une carrière, et de l'autre côté, quelque chose qui s'est complètement empâté. Et ça, c'est lié à la déprise. C'est les premiers effets depuis la guerre de 14 jusqu'à maintenant. On n'a plus eu besoin du bois de chauffage comme on en a eu besoin antérieurement. Seule ressource pour le chauffage et la cuisine.
Et bien évidemment, vous voyez aussi les effets de l'environnement, mais l'agriculture est toujours présente. Ce sont finalement d'autres équilibres qui se sont installés, parce que tout ça, c'est éminemment dynamique. Malgré tout, quand même, et si le TAC était allé voir les prés, les petits rios, hein, à la lampe de goût, je crois qu'il aurait pu mesurer à ce moment-là toute la mobilisation des acteurs. À l'époque, ils étaient relativement peu nombreux du temps de l'ETAC. Aujourd'hui, vous l'êtes quand même un petit peu plus, avec des moyens qui n'étaient pas les siens. Je rappellerai que, quand même, les acteurs se sont mobilisés, d'abord pour la connaissance des milieux. Il y a eu des inventaires associatifs. Je rappelle que dans l'Orne, le tout premier inventaire qui a été fait dans le cadre de l'AFO, c'est Bruno Dumège qui l'a lancé, et ça a permis d'alimenter les SNIEF. Alors donc, c'est les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique, floristique, fongique. Ça fait un peu éternuement ta proposition, Jean-Michel. Donc, il y a eu un énorme effort de connaissance. Tous les inventaires qui ont été faits par le groupe ornithologique normand, par le groupe mammalogique normand, par le Grécia ou autres, sont des inventaires qui permettent aujourd'hui de mieux connaître ce sur quoi on a à agir. La gestion des espaces. Voilà un exemple d'un espace qui a été géré grâce à la TDENS, donc via le conseil départemental, sur un inventaire préalable naturaliste, avec le parc Normandie-Maine. Vous voyez, il y a un début de mobilisation, mais c'est aussi le conservatoire des espaces naturels de Normandie. Et si j'étais ailleurs, en Basse-Normandie, je parlerais du conservatoire du littoral. Donc, ce sont des éléments qu'il faut avoir présents en tête. Les acteurs se mobilisent et les acteurs se mettent en réseau. Il y a aujourd'hui en Basse-Normandie un réseau des gestionnaires des espaces naturels. Il y a le réseau Natura 2000. Il y a aussi des plans de conservation multi-espèces en matière de flore qui sont portés par le Conservatoire botanique, enfin tout au moins l'antenne de Basse-Normandie du Conservatoire botanique de Brest. Il y a les plans nationaux d'action en faveur des chiroptères que Bruno Dumège a piloté avec le groupe mammalogique normand. Il y a la mulette perlière avec le centre permanent pour les initiatives à l'environnement des collines normandes et le parc Normandie-Maine. Il y a les odonates avec le Grécia, etc., le butor étoilé. Il y a la stratégie de création, Bruno, la SCRE, c'est la stratégie de création... Voilà, stratégie de cohérence écologique. Et puis la SCAP, qui est la stratégie de création des aires protégées. Il y a effectivement toute une série d'outils qui vont beaucoup plus loin que ceux dont le TAC disposait à l'époque, qui n'étaient que les sites inscrits, les sites classés. Alors la galerie des portraits, j'ai pris le premier parce que j'avais remarqué en lisant François Le Boulanger dans les articles qu'il consacrait à le TAC que la répartition du Léraud, finalement, à quelques détails près, était assez voisine. La loutre est réapparue. Le TAC ne l'aimait pas beaucoup. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il l'a voué aux gémonies. Des espèces qui ont été découvertes, hein, là vous avez l'Orchis pendu, et puis des espèces qui sont arrivées, alors des espèces qui ont été retrouvées sur la base des écrits de l'ETAC. Je ne voudrais pas l'oublier, c'est ce que vous avez vu ce matin à Massé, qui est effectivement la geste de Pannonie ou la geste de Hongrie, et puis des espèces nouvelles. J'ai pris un exemple ici, qui est le pic noir. Le pic noir ne faisait pas partie de la vie faune bas-normande jusqu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, Bruno. Début des années 70. Donc, des choses qui évoluent, encore une fois, je remets en perspective tout ça sous une forme de dynamique entre l'action des hommes sur le milieu, les effets que ces milieux peuvent effectivement ressentir et la façon dont les espèces s'adaptent. Allègre sort de cette BD. Quand je vous disais que la nature est un problème de culture, bon, il n'y a pas que la nature. Voilà, j'ai voulu terminer par une note un peu souriante, qui est celle-ci. Merci.